Un podcast ici. Alors moi j'ai éprouvé beaucoup de colère, déjà vis-à-vis de François, en disant mais qu'est-ce qu'il foutait là quoi. Alors c'était très violent parce que le ciel nous tombe un peu sur la tête. Pour nous, en plus, on sortait d'une période assez incroyable, puisque en 2002, c'est aussi la première Gay Pride, ou Lesbian and Gay Pride, qu'on avait organisée à Reims au mois de juin. Ce n'était pas la première fois qu'ils y allaient pour traquer, pour tomber sur une victime, pour casser de l'arabe ou du PD. Quand je pense aux trois jeunes, ils avaient une image d'eux qui était, à mon avis, complètement délabrée, quoi. On essayait de percevoir un petit peu leur vie, un petit peu voilà, ce qu'ils étaient, mais qu'on avait encore des choses à leur dire, quoi. Qui pouvaient ne plus être des monstres, mais des hommes, quoi. Le 13 septembre 2002, un crime est commis par 3 skinheads à Reims. Reims, c'est la ville du champagne et des sacres royaux, célébrée dans son imposante cathédrale. La vie y est paisible, mais cette nuit-là, la noirceur et la violence ont pris le dessus. Le drame s'est produit au parc Léo-Lagrange, un jardin public de la ville. Un homme de 29 ans y a été sauvagement assassiné parce qu'il était homosexuel. L'homosexualité était alors moins bien acceptée qu'aujourd'hui, mais jusque-là, Reims n'avait jamais connu de crime homophobe. Depuis ce drame, l'association rémoise Ex-Aequo, un des premiers centres gays et lesbiens de France, organise chaque année au mois de mai un hommage autour d'une plaque commémorative scellée sur le lieu du crime, une plaque à la mémoire de François Chenu. Je m'appelle Monique Derrien. L'assassinat de François Chenu m'a beaucoup marquée. J'étais alors grand reporter à Issy-Champagne-Ardenne. Ce jour-là, les univers si différents de François et de ses agresseurs au crâne rasé se sont percutés. La personnalité de François et le comportement de sa famille en ont écrit un récit très particulier, vraiment touchant. Crimes et témoignages, des histoires vraies de faits divers. L'affaire François Chenu, un crime homophobe. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. On entre là dans l'espace François Chenu. Oui. Ça avait été important pour nous quand on est arrivé dans ce local, qui est un espace qui est dédié à François. Olivier Nostry me reçoit dans les locaux d'Ex-Aequo à Reims. Il était un des administrateurs de l'association quand François a été assassiné. Cette affaire, ce meurtre, ce drame plutôt, je cherchais un peu le mot, a quand même beaucoup marqué les esprits et pour nous c'était important qu'on puisse rendre hommage à François d'une autre manière que la plaque ou la stèle qui est au parc Léo-Lagrange. Donc avec voilà cette plaque, surtout cette photo, c'est vrai qu'il y a eu peu de photos de François, on l'avait peu vu. Et qu'on garde ce souvenir-là. Un très beau sourire quand même, hein, cette photo. On retrouve ce sourire chez les Chenus d'une manière générale, chez ses parents, chez sa sœur. Un accueil, une ouverture. Oui. Quelque chose d'assez incroyable chez Jean-Paul et Marie-Cécile. Des parents, voilà, des personnages et un couple totalement incroyable. Et on est toujours en contact. Marie-Cécile et Jean-Paul Chenu vivent aujourd'hui dans les Ardennes, à Maubert-Fontaine, dans une des maisons de bois d'un écoquartier. Avec d'autres couples retraités, ils ont porté ce projet de logements sociaux intergénérationnels, une proximité construite autour du partage et de la bienveillance. Avec eux, nous allons remonter le temps jusqu'en 2002. À l'époque, les Chenus sont déjà installés dans les Ardennes, à 1 heure de route de Reims. Leurs 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, sont des adultes indépendants. François est l'aîné de la fratrie. Il a presque 30 ans. Il est le gérant du McDo de Sedan. Sa vie sociale est particulièrement remplie. Et c'est en septembre qu'il choisit d'annoncer son homosexualité à ses parents. Et leur surprise est totale. Je pensais qu'il venait nous annoncer son mariage avec... Avec une copine.
Avant, je ne m'étais jamais posé la question. Et là, ça arrive, vraiment... Et tu dis ça par rapport à l'homosexualité? Oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Et oui, mais en même temps, il y avait plein de signes. Hein. Il y avait des signes qu'on voulait peut-être pas voir, je sais pas. Non, je crois pas, mais je me dis, on a le droit d'être efféminé sans être étiqueté. Il nous a quand même un petit peu leurré, parce qu'il avait plein de copines, il avait plein de... Et puis au service militaire, il est devenu instructeur, il était au commando à Givet, il est devenu instructeur, donc moi j'avais peur, hein. Je me suis dit, oh là là, François, connaissant, hein, je me suis dit, il nous a bluffé plusieurs fois. Hein. Alors ce qui est curieux, c'est que ses frères et sœurs étaient au courant avant nous. Mais bon, ils ont respecté aussi le temps qu'il fallait à François pour nous parler. Et moi, je partais travailler à 13h30, c'était vraiment très concis, très court. Et je lui avais dit, surtout au village, Niette, voilà. Et puis donc, de ne pas mélanger avec son travail. Et puis, on ne s'est pas revus. Après ce coming out, il est convenu que François doit revenir très vite pour présenter son ami à ses parents. Il part en week-end, les heures passent. Il ne donne aucune nouvelle, ce qui n'est pas normal du tout pour sa sœur Isabelle. Elle le connaît bien. Il n'a pu donner signe de vie le vendredi soir. Et elle était inquiète le week-end. Et nous, on ne se faisait pas de soucis parce que François était parti pour 3-4 jours à Reims. Alors, que s'est-il passé dans la vie de François à ce moment-là? Le vendredi, il quitte donc les Ardennes pour un week-end de 3 jours à Reims. Il dépose sa voiture au domicile de sa tante. Elle lui a laissé les clés de son appartement rémois avant de partir en vacances. Et il commence par passer une partie de la soirée au Malabar, un café de Reims où les homosexuels se retrouvent volontiers. Il y apprend, en buvant quelques bières, que le parc Léo-Lagrange, tout près du stade, est un endroit où les gays se rencontrent le soir. C'était un lieu de rencontre, à la fois par les homos, par les bi, en tout cas voilà, des hommes et des femmes qui souhaitaient, pour X raisons, se rencontrer dans un lieu plus discret. Soit parce qu'ils étaient mariés en couple hétéro et que voilà, ils voulaient une aventure d'un soir, soit ils cherchaient l'amour. Et j'ai rencontré plein de jeunes hommes de jeunes ou moins jeunes, qui cherchaient aussi l'amour dans ces Olivier Nostri, de l'association Execo. En 2002, il n'y a pas toutes ces applications, il n'y a pas tout notre smartphone, il n'y a pas toute cette technologie. J'y allais pour faire de la prévention santé, prévention sida, et les mettre aussi parfois en garde, leur demander d'être vigilants, et éventuellement de nous informer, nous et Execo, et la police, s'ils repéraient des voitures suspectes, des groupes suspects. Et malheureusement, il y en avait, puisqu'il y avait déjà eu des agressions avant l'assassinat de François, et puis il y a eu François. Durant ce même week-end, un promeneur trouve un cadavre dans un bras d'eau de l'étang du parc Léo-Lagrange. La face contre le fond, à 1 mètre de profondeur, le torse est dénudé, les traces de coups sont nombreuses, le visage est tuméfié. Quand Isabelle, la sœur de François, découvre ce décès dans la presse, elle a un mauvais pressentiment. Le lundi, elle a vu un encart sur l'Ardennais, ou l'Ardennais, je suppose, comme quoi on avait retrouvé le corps d'une personne et tout ça. Et elle est partie avec un ami à Reims, et elle était voir le SRPJ, et puis elle est allée reconnaître le corps. Le portrait qu'Isabelle fait aux enquêteurs, le tatouage qu'elle décrit au niveau du rein droit, lève tous les doutes. Marie-Cécile Chenu, la mère de François. Et elle nous l'a annoncé le soir même. Donc le lundi. Alors moi j'ai éprouvé beaucoup de colère. Ouais. Déjà vis-à-vis de François, en disant mais qu'est-ce qu'il foutait là, quoi. Il savait.
ils savaient. C'était un lieu où la nuit, bon, c'est mal fréquenté. Enfin, mal fréquenté. Ici, mal fréquenté. Une fois que le corps de François est identifié, les enquêteurs s'interrogent sur les causes de son agression. Ils envisagent l'histoire d'un couple, une dispute qui tourne mal, ou bien une agression ciblée, un crime homophobe. Et comme le drame s'est produit dans ce parc fréquenté par les homosexuels, les policiers se tournent logiquement vers ex-aequo. Olivier Nostry s'en souvient très bien. Alors c'était très violent parce que le ciel nous tombe un peu sur la tête. Pour nous, en plus, on sortait d'une période assez incroyable, puisque en 2002, c'est aussi la première, ce qu'on appelait à l'époque Gay Pride, ou Lesbian and Gay Pride, qu'on avait organisé à Reims au mois de juin, avec ce qu'on estimait plutôt, nous, un grand succès, 500-600 personnes dans la rue. On sort aussi de 2002 des grandes manifestations avec Le Pen au second tour des présidentielles. Donc on sort de ces deux moments extrêmement militants et incroyables, positifs. Et septembre, on reprend l'homophobie en pleine gueule avec ce crime atroce. Des agressions homophobes, il y en avait déjà eu au parc Léo-Lagrange, mais pas toujours suivies d'enquêtes fouillées. Cette fois, la victime y a laissé la vie. Pour les policiers du SRPJ de Reims, la prise en charge d'un assassinat homophobe est une première. Le père de François leur est aujourd'hui encore très reconnaissant de cette mobilisation. On est tombé sur des inspecteurs qui étaient chouettes, quoi, parce que ils ont compris. Ils ont essayé d'écouter, ils ont compris. Je crois que ils ont compris que c'était pas forcément qu'il fallait pas classer le truc, quoi. Parce que c'est ça en fait. Et il y avait déjà eu des gens qui étaient venus dire on s'est fait agresser, etc. Mais il n'y avait jamais eu de suite. Il a fallu attendre que François se fasse massacrer pour que ça bouge. Voilà. Et eux, ils ont été plus loin. Voilà. Ils nous ont écoutés. L'enquête va rapidement permettre de constater que la carte bancaire de François a été utilisée pour tenter un retrait d'argent liquide. Mais sans succès, faute d'en avoir le code. Son téléphone est par ailleurs réactivé dans les jours qui suivent son décès, mais avec une carte SIM qui n'est pas la sienne. Et ce portable va nous mener à un utilisateur, ou plutôt je dirais même une utilisatrice assez rapidement. C'est une dame qui habite Bazancourt et qui s'appelle Madame Billette. C'est la bêtise et l'ignorance qui ont caractérisé l'attitude de cette famille. J'en souris presque encore, mais que quelqu'un remette la carte SIM d'un portable qui a été dérobé dans le sien, c'est une bêtise innommable. Les investigations de Jérôme Noël et de ses collègues du SRPJ dans l'entourage de Marie-Josée Billette vont être aussi instructives que surprenantes. On va s'apercevoir qu'elle a notamment un fils qui est en quelque sorte connu, si je puis dire, pour appartenir à la mouvance skinhead, extrémiste, amateur du Troisième Reich et des choses comme ça. Ce fils Billette, il n'a que 16 ans, les policiers vont découvrir qu'il baigne dans l'idéologie nazie de ses parents. On voit qu'en fait, c'est un creuset familial assez pauvre intellectuellement, qui a 4 enfants, qu'il y a un des auteurs, l'un de ses enfants qui est mineur à l'époque des faits, et qui côtoie 2, 3, 4 personnes, on va dire en quelque sorte que ce sont, entre guillemets, des petits nazillons. Skinhead, petits nazillons. Les chambres étaient représentatives quand même d'une forte adhésion à ces idées fascistes, néo-nazis, ou des choses comme ça, avec des posters partout. Dans les photos de famille, il y avait celle du père représentée en uniforme, des choses comme ça, pratiquant le salut nazi, voilà. Les 2 autres acteurs de l'expédition punitive du parc Léo-Lagrange seront très vite confondus. Il y a Fabien Lavenu. Il est un peu le gendre qui vit en couple avec une autre sœur de Franck. Et aussi Michael Régnier qui, lui, s'est engagé dans l'armée. Celui-là est blond, racé, toujours vêtu de vêtements militaires ou paramilitaires. Cet ami s'est d'ailleurs comporté en meneur dans l'agression de François. Aucun des 3 n'est repéré par les renseignements généraux de l'époque, mais le néonazisme est très présent dans leurs habitudes.
Les campements en forêt, dans la nostalgie du Troisième Reich, occupent régulièrement leur week-end. On y reprend des chants nazis avec d'autant plus de conviction que la bière y coule à flot. Ces nazillons aux petits pieds, comme ils ont été décrits pendant leur procès, sont racistes. Ils se sont déjà montrés violents avant même d'avoir trouvé François Chenu sur leur chemin. Ça a été avoué par les trois auteurs, particulièrement Fabien Lavenu. Il disait clairement que depuis 6 mois qu'il avait le permis, ils avaient dû faire un peu moins d'une dizaine d'expéditions pour essayer ou bien de casser de l'arabe ou bien casser du PD. Ce soir-là, justement, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Michael Régnier qui dit ce serait pas mal d'aller quand même au Parc Léo. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde adhère. Et puis on se cache dans les buissons, on surveille, on épie. Et puis on va voir la future victime. Michael Régnier arrive gentiment, noue une relation, on discute, demande au bout d'un moment s'il en est. François Chenu va lui répondre « Mais oui, bien sûr, j'en suis ». Le sinistre trio n'avait pas prévu cette réaction de leur victime. Les habitués du Parc Léo-Lagrange connaissent le danger de ces groupes. Ce n'est pas le cas de François. Il n'a aucune raison de se cacher ou d'avoir peur. Il assume son homosexualité, il la revendique. Donc, il n'essaie pas de fuir. Les premiers coups vont pleuvoir, mais là, l'attitude de la victime est encore une attitude, je dirais, solide, courageuse. Et sa fierté est là, ses revendications sont là. Ça ne va faire qu'en fait exacerber la violence, la volonté des trois auteurs. Et après les premiers coups de poing, ça va être véritablement un tabassage qui va débuter. Ensuite, la victime va tomber, l'un des auteurs va lui tendre la main pour le remonter. Et puis là, François Chenu, fier, leur dit « Vous êtes des lâches ». Et François, il a tapé dedans, je veux dire, il a bien vu, il leur a dit. Donc ça explique pourquoi ils se sont acharnés, quoi. En fait, ils n'avaient jamais eu quelqu'un qui réagisse comme ça, je pense. L'injure suprême. C'était pas entendable, quoi. Et forcément, ces trois-là vont se ruer sur lui encore plus, quoi. L'un d'eux nous dira « Ça nous a excités encore plus. » Et on l'a fini. On l'a fini. Voilà donc ce que les parents de François ont dû entendre au procès des assassins de leur fils. Et c'est bien la confrontation de ces personnalités, de ces éducations si différentes qui est la clé du drame. Ce soir-là, ce sont deux mondes qui se sont rencontrés. Ça n'aurait pas dû arriver. Encore plus bouleversant, les circonstances de la mort de leur fils ont été pour Jean-Paul et Marie-Cécile une véritable remise en question de leur éducation. C'était un retournement complet. Enfin, je veux dire, on s'est posé des questions. On se sentait coupable quelque part. Mais quand même un peu déstabilisé, quoi. Enfin, comme dit Jean-Paul, ça remet plein de choses en question, quoi. Enfin, savoir si on avait bien élevé nos enfants. Enfin, voilà, pourquoi pas. Enfin. Vous avez pu penser que c'était l'éducation qui était à l'origine de ça? Je crois que c'est la première chose auquel on pense. Et puis après, non, on fait quand même tout un travail. Enfin, je veux dire, mais c'est quand même une remise en cause d'un modèle de couple, de famille et tout ça. On se sentait coupable quelque part. Je pense que dans ces cas-là, on se sent toujours coupable. Et la première chose qu'on s'est dit, est-ce qu'on a eu raison d'éduquer notre gamin dans la relation avec les autres, l'amabilité, la tolérance, etc. Parce qu'on se retrouve face à des gens qui... ça les agresse, ça. Donc on est dans une opposition complètement... C'est irrationnel, mais c'est comme ça, quoi. Et on s'est posé cette question-là, quoi, en disant, mais est-ce qu'on a eu tort ?
Au-delà de cette culpabilité, au-delà de leur chagrin immense, Jean-Paul et Marie-Cécile cherchent encore aujourd'hui à comprendre les auteurs de ce crime sauvage. Jean-Paul est resté éducateur dans l'âme, c'était son métier. Marie-Cécile est animatrice au sein du diocèse. Ils ont toujours voulu comprendre, aider, même les assassins de leur fils. C'est l'incroyable singularité de leur cheminement. 20 ans plus tard, ils regrettent toujours que rien n'ait été fait pour aider ces enfants. Au cours du procès, ils réalisent que ce trio infernal s'était déjà signalé par leur comportement inquiétant. Il y avait eu par exemple cette visite du plus jeune en Alsace au camp de concentration du Struthof, en Rangers et Treillis, sans même cacher ses tatouages nazis. Je me dis, au niveau éducatif, il n'y a rien qui a été fait par rapport à des gamins comme ça, dont on savait dans le village que les parents étaient un peu pro, tout ça. Voilà, quoi. Et où ils défilaient dans le village, voilà. Je me dis, il y a quand même des choses qui étaient un peu flagrantes et où il n'y a pas eu de réaction. Je veux dire, les gens ont eu peur, encore une fois, dans l'autre sens, mais il n'y a rien qui s'est fait, quoi. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup touchés, quand même. En se disant, alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment ça peut s'améliorer si chacun ne fait pas son travail à sa place, quoi? Comme dans tout procès d'assises, les débats ont tenté de cerner le parcours et la personnalité des accusés. Quand je pense aux 3 jeunes, ils avaient une image d'eux qui était, à mon avis, complètement délabrée, quoi. Enfin, sauf peut-être pour le plus jeune. Mais les 2 autres, ils n'étaient pas aimés, c'est sûr. Il y en avait un, il fallait qu'il montre sa force. Parce que chez lui, il a été battu, et que pour lui, être battu, c'était normal. Les parents de François n'en sont pas restés là. Ils ont pris l'initiative de se rapprocher de ceux qui ont tué leur enfant pour les aider. Ils ont essayé de maintenir un lien en leur écrivant. Non, ce qui est sûr, ce qui a motivé aussi qu'on continue, qu'on écrive à ces 3 jeunes-là après le procès, c'est que on a écouté au procès, on a essayé de percevoir un petit peu leur vie, un petit peu ce qu'ils étaient, mais qu'on avait encore des choses à leur dire, quoi. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez écrit plus précisément? S'il y avait une phrase, un paragraphe. Ce que je disais tout à l'heure, qu'ils avaient aussi de la valeur et qu'ils pouvaient changer. Qu'ils pouvaient ne plus être des monstres mais des hommes, quoi. Je crois que le plus âgé, quand il nous a écrit, il a parlé aussi de François. C'est-à-dire qu'il a dit « François était plus courageux que moi ». Et il a dit « Quand je vous ai vu pleurer, quand on a fait la reconstitution, il dit ça l'a mis mal à l'aise, quoi. Et je pense qu'il a fait un travail, avant qu'on lui écrive, il avait déjà commencé un travail. Il a fait des études. On a su alors par d'autres biais qu'il était marié maintenant, qu'il avait une petite fille, enfin voilà. Mais ça fait des années de ça. Plus de contact maintenant. Pas du tout. Ah non. Puis c'est Depuis mieux 2008. comme ça. C'est mieux. Et ils ont leur vie à vivre, nous on a la nôtre, et puis nos chemins sont croisés une fois et c'est tout. C'était l'affaire François Chenu, un crime homophobe. Mixage, Aurélien Martinez. Production, Christine Siméon-Jocanti. Studio de création ici. Pour écouter d'autres épisodes de Crimes et Témoignages, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!